le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. De retour après le congé pascal. J'espère que vous avez passé une excellente fête de Pâques depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter la page internationale. Jacques Maël pour le grand journal. Journal Françoise, Adassa Etienne, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël, ouvrant cette page internationale aux États-Unis. 5 personnes tuées, 9 blessés par un tireur dans une banque de Louisville, dans le Kentucky. Voici un reportage à signer CGTN News. J'arrivais au travail, je prenais l'ascenseur, j'ai entendu ce que je pensais être des coups de feu. J'étais au téléphone. Je suis sorti de l'ascenseur et je suis entré dans le garage. Puis j'ai entendu à nouveau plusieurs coups de feu et j'ai couru à l'extérieur. Et puis il y avait 2 officiers de police sur Preston. Ils m'ont dit de me mettre à l'abri. Alors j'ai couru. L'immeuble Preston Point, juste ici. Donc c'était au premier étage. C'est ce qu'on aurait dit. 8h42. Le tireur, âgé de 25 ans, a fait feu sur la police qui l'a battu. Il a été identifié comme étant Connor Sturgeon, un employé de la banque. Il a été confirmé qu'au moins 4 des personnes décédées étaient des employés de la banque. Les 9 blessés, dont 3 policiers, ont été envoyés à l'hôpital. Le motif de la fusillade n'est pas encore clair. Le président américain Joe Biden s'est exprimé sur les réseaux sociaux en envoyant des prières aux victimes et aux autres personnes touchées. Une réponse qui n'a pas satisfait Sadika Reynolds, une autre témoin de la scène, pour qui ce dont les habitants ont besoin de la part des autorités ne sont pas des prières, mais plutôt des actions responsables. Vous entendez des coups de feu et vous vous dites que ce n'était peut-être pas ce que c'était, peut-être que c'était autre chose. Mais les coups de feu ont été suivis d'une note de quelqu'un disant « Ne sortez pas, il y a un tireur actif, ne sortez pas ». Alors je me suis mise à l'abri, je suis restée à l'intérieur et j'ai juste attendu que les choses se résolvent. Je pense que les crimes commis avec des armes à feu sont une épidémie dans cette ville et dans tout le pays. Et nous avons besoin que nos élus agissent de manière responsable et fassent quelque chose. Nous n'avons pas besoin de davantage de pensées ni de prières. Nous avons des gens qui ont perdu des membres de leur famille aujourd'hui. Et c'est terrifiant de vivre de cette manière, c'est terrifiant. Nous ne méritons pas cela. Et nous avons besoin que les élus agissent de manière responsable. Il y a des armes auxquelles aucun d'entre nous ne devrait avoir accès. Si nous ne sommes pas dans l'armée et que nous ne faisons pas la guerre, nous ne devrions tout simplement pas pouvoir mettre la main sur ce type d'armes. Je pense donc que nous allons devoir forcer nos élus à dépasser les clivages politiques pour avoir une vraie conversation sur la manière de nous protéger. Nous resterons toujours aux États-Unis, cette fois-ci dans l'État du Tennessee. Justin Jones, un élu démocrate afro-américain, avait été exclu de son assemblée pour avoir rejoint une semaine plus tôt des centaines de manifestants en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu. Voici un reportage à signer Euronews. Le député démocrate Justin Jones a été réintégré à la Chambre des représentants du Tennessee. L'élu avait été expulsé la semaine dernière pour avoir manifesté en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu. Il était l'un des 2 élus afro-américains écartés de cette chambre à majorité républicaine. Après cette expulsion jugée raciste, Justin Jones a été réintégré grâce à un vote unanime du conseil municipal de Nashville. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice où a eu lieu le vote du conseil pour soutenir le député. En Afrique du Sud, le Parti communiste sud-africain, dont Chris Hani était le secrétaire général, a demandé lundi l'ouverture d'une enquête sur la mort de son leader. Voici un reportage à signer Africa News. Ce 10 avril marquait le 30e anniversaire de l'assassinat du leader révolutionnaire sud-africain Chris Hani, une date choisie par le Parti communiste dont Chris Hani était le secrétaire général pour demander l'ouverture d'une enquête, estimant que de nombreuses zones d'ombre planent encore sur la mort de son leader emblématique.
Engagé dans la lutte contre le régime d'apartheid et la défense des droits des Noirs, Chryssani est élevé au rang d'icône dans son pays. Il a été assassiné le 10 avril 1993 devant son domicile de Boksburg par un Polonais. Janusz Wallus, lié à l'extrême droite blanche afrikaner, avait abattu Chryssani de 4 balles. 30 ans après son forfait, alors que sa peine a été commue en réclusion à perpétuité, il a été libéré en décembre 2022. Une libération qui a suscité l'indignation au sein de la classe politique sud-africaine. Lundi, lors de la traditionnelle commémoration à Germiston dans la province de Gauteng, le premier secrétaire général adjoint de l'ANC a promis à travers son parti de faire pression pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte sur cet assassinat. Alors en Ukraine, l'armée russe contrôle plus de 75% de la ville de Bakhmut, a déclaré lundi 11 avril le chef de l'administration installé par Moscou dans la région de Donetsk. Dans le cadre de l'offensive en Ukraine, décrite par la Russie comme une opération militaire spéciale, mais dénoncée par Kiev et l'Occident comme une invasion. Voici un reportage à signé France 24. En tenue de combat, il s'est rendu lui-même sur les lieux. Ce lundi, le chef des séparatistes de Donetsk, Denis Pochilin, a sillonné le centre de Bakhmut, complètement détruit par la guerre. Occasion pour lui de se mettre en scène. Dans une vidéo dont la date et le lieu restent à confirmer, l'homme du Kremlin affirme que son armée contrôle plus de 75% de la ville. Voici Bakhmut, que nous appelons Artyomovsk, en train d'être libéré par les soldats de Wagner. L'ennemi n'épargne pas la ville, ni les siens, et les pousse au hachoir. Depuis l'été dernier, Bakhmut est le théâtre d'affrontements sanglants entre les armées russes et ukrainiennes. Pour Moscou, gagner cette bataille faciliterait de nouvelles offensives à travers l'Ukraine, là où pour Kiev, la ville en ruine n'a plus qu'une valeur symbolique. Mais l'armée ukrainienne ne cesse de se perfectionner. À quelques kilomètres de Bakhmut, ses soldats continuent de s'entraîner. Au milieu d'armes assourdissantes, Oleksandr, lui, en détient une beaucoup plus discrète. Sa mission, piloter des drones au-dessus de l'épicentre des combats. Résultat, il a réussi à découvrir un char russe à 2 km de leur position. Avant l'utilisation des drones, les calculs étaient faits par des géomètres. L'homme devait se placer en hauteur avec un trépied et des jumelles d'artillerie. Il devait regarder puis donner des angles de correction à l'artilleur et effectuer des modifications. Aujourd'hui, grâce aux drones, l'artilleur peut voir et ajuster le tir en temps réel sur la cible. Ces derniers mois, les troupes russes ont progressé au nord et au sud de Bakhmut, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes. Depuis quelques jours, elles semblent progresser dans le centre, nourrissant à nouveau les spéculations d'un retrait ukrainien imminent. Que se passe-t-il entre la Chine et le Taïwan? Dossier spécial pour ce aujourd'hui à Taïwan. Depuis que Xi Jinping a fait part de ses intentions, on envisage le pire et les exercices militaires de ces derniers jours ou encore les images de l'Ukraine conduisent les habitants à se préparer à la guerre. Voici un dossier spécial signé l'A5 à l'émission C'est dans l'air. Début de soirée plutôt calme à Taipei. Mais à l'intérieur de cet immeuble... On arrive, t'as mal où? J'ai mal partout, je saigne. Attends, je vais t'aider à arrêter l'hémorragie. Un blessé. Exercice très réaliste pour ces citoyens venus apprendre les gestes de premier secours. Si vous n'avez pas assez de force dans votre main, vous utilisez votre coude ou votre jambe. Mais le mieux, ça reste la main. Il faut vraiment bien appuyer. Depuis 1 an et le début de l'invasion russe en Ukraine, la formation affiche complet. Dans toutes les têtes, une crainte que Xi Jinping marche dans les pas de Vladimir Poutine et attaque son voisin taïwanais. Là, regarde, il faut faire comme ça. Il faut bien que ça rentre dans la plaie. Taïwan est sous menace existentielle depuis des décennies, et ça empire de jour en jour. La guerre en Ukraine nous a montré que la paix est très fragile et que tout peut basculer en une nuit sans qu'on puisse rien faire. Notre armée est en première ligne, mais elle ne représente qu'1% de notre population. Ici, nous entraînons les 99% restants. Nous savons que tout le monde peut jouer un rôle, tout le monde peut aider. Parmi les participants, beaucoup de jeunes, comme Cindy et Yuao.
On ne sait jamais vraiment quelles sont les intentions de la Chine. Mais au 20e congrès du parti, Xi Jinping a dit qu'il n'abandonnera pas l'idée d'une invasion de Taïwan. Et ça m'inquiète beaucoup. Je pense que nous vivons en sécurité. Mais nous ne devons pas oublier le danger. Un danger est latent depuis des années. Un combat à la David contre Goliath, dans lequel les Taïwanais espèrent pouvoir compter sur un allié, les États-Unis. Dans son appartement, Xinfu regarde en boucle les chaînes d'information sur le sujet. Attaquer Taïwan serait un casse-tête pour la Chine. Les Américains ont pensé à tous les scénarios. Si des missiles arrivent, leur nouvelle idée, c'est d'envoyer des bombardiers B-52. Les points bleus sont là où se trouvent les bases américaines. Regardez ces bases. Comment la Chine peut-elle attaquer? Mais le trentenaire n'est pas totalement convaincu que l'aide américaine suffira. Alors il a tout prévu, en cas d'attaque surprise de la Chine. Ça peut me servir pour faire bouillir de l'eau et pour manger. Et ça, c'est pour charger mon portable. Je l'ai acheté il y a quelques années, c'est un panneau solaire. Si j'arrive à fuir, je prendrai aussi mon ordinateur, de l'argent, mon téléphone, et c'est tout. Ensuite, je prendrai ma voiture et je partirai dans le village de mes parents, dans la montagne. Et il n'est pas le seul à douter de la résistance de Taïwan. Bonjour, monsieur le chef de quartier. Bonjour, venez entrer. Kuo Wangcheng est chef de quartier dans le nord de Taipei. En cas d'invasion, c'est lui qui a la responsabilité de mettre à l'abri les habitants. Votre maison, elle est dans cette allée-là. Oui, c'est ça. Et bien là, sous l'immeuble, c'est votre abri anti-aérien. Le problème, c'est qu'on ne s'entraîne jamais aux exercices d'évacuation. La plupart des Taïwanais, comme le gouvernement, disent avoir pris la menace au sérieux. Mais dans les faits, c'est différent. Si la guerre éclate, nous n'avons pas le budget pour avoir du matériel et pour nous défendre. Le ministère de la Défense a soi-disant publié des consignes pour les chefs de quartier, mais moi je n'ai jamais rien eu. Et comment je fais pour évacuer 6000 personnes ? Le plus inquiétant, c'est que si une guerre éclate, nous ne savons pas vraiment à quoi ça peut ressembler. On ne voit ça que dans les films de guerre. C'est terrifiant, donc bien sûr qu'on a peur. La peur et l'incertitude, avec comme seule perspective pour se protéger, ce parking. Tous les abris ont des critères stricts à remplir. Il doit y avoir plusieurs points d'entrée et de sortie. Si tous les points de sortie sont bloqués, on peut aussi passer par là. C'est une issue de secours en cas de bombardement. Une solution de secours bien dérisoire selon le chef de quartier. Pour lui comme pour beaucoup de Taïwanais, la question n'est plus de savoir si la Chine va attaquer l'île, mais quand. Et surtout, y aura-t-il alors vraiment quelqu'un pour s'opposer au tout-puissant Xi Jinping? C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de prod, réalisation télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui, du soleil, bonne température à Boston, 74 degrés Fahrenheit. Non, c'est pas encore l'été, température estivale à Boston, 23 degrés Celsius, Jacmel, 81 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Roumans, bonsoir Adolphe Haïtienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.